Bien, merci beaucoup et pardon d'avoir joué le rôle du tyran. Donc maintenant, nous allons écouter ma collègue Martine Ségalen. Merci, c'est allumé là? Oui, oui. Bon, merci beaucoup Marie-Anne Frison-Roche de me permettre de participer à ce colloque absolument passionnant. Et ce que je vais dire, Marie-Anne m'a demandé de donner un éclairage sur ce que sont les enfants dans des temps passés et dans d'autres sociétés que les nôtres, que je vais faire, et je vais avoir à dire des choses qui ont déjà été dites, c'est évident. Par ailleurs, étant donné que je me situe comme anthropologue et ethnologue, qui n'a pas été... je ne vais pas me faire beaucoup d'amis, disons, parmi ma confrérie, justement, confrérie ou de consoeurs qui ont au contraire soutenu des positions qui ne sont effectivement pas les miennes. Mais je vais essayer de montrer justement en quoi leurs arguments, ou certains de leurs arguments, sont spécieux et pourquoi est-ce que l'anthropologie est tellement dominante en ce moment dans les débats politiques et semble la seule, entre guillemets, science légitime pour mettre en avant justement des lois sur la GPA et la PMA. Donc une fois encore, je ne vais pas me faire que des amis, mais enfin ces amis et anciennes collègues connaissent ma position, donc j'y vais tranquillement. Je pense que la relation parent-enfant peut sembler la plus naturelle du monde, mais elle est au contraire construite socialement, inscrite dans la diversité des systèmes sociaux. Et je crois qu'il n'est pas inutile de jeter un regard sur le passé, de jeter un regard de côté pour comprendre une des parties, un des aspects des enjeux du marché de la maternité. Et donc, au-delà des différences que je mettrai en évidence, on verra aussi que certains des arguments utilisés par les promoteurs de ce marché s'appuient sur des rapprochements qui me semblent pas toujours justifiés. Alors, dans nos sociétés, c'est seulement depuis peu, finalement, que nos enfants sont devenus un bien rare à chérir. Un enfant, on l'a déjà dit, qui porte l'immense poids de fonder une famille, puisqu'on ne se marie plus guère, ou on se marie assez tard. Et on entend dire aussi que, faute de définition, c'est ce que nous proposait Marie-Anne dans son schéma apocalyptique, le seul socle de la famille serait l'amour, d'où l'idée qu'avoir un enfant, c'est lui donner de l'amour, ce qui justifie toutes les demandes d'enfants et passer du désir au droit à l'enfant. Et ce nouvel enfant, c'est une des conséquences, on l'a dit aussi déjà, de la dissociation entre sexualité et procréation. Mais il faut voir que déjà au XIXe siècle, les couples ont su, pas toujours de façon réussie, on connaît les petits tardillons qui arrivaient sans crier gare, si j'ose dire, les couples ont quand même su limiter le nombre des naissances. Et un de mes professeurs, un généticien décédé il y a longtemps, le docteur Sutter, avait dit, me semble-t-il très justement, que c'était lorsque les Français avaient fait moins d'enfants qu'ils avaient commencé à s'y intéresser. Notre enfant moderne détient bien des pouvoirs. Par exemple, pour les couples non mariés, justement, il a le pouvoir de transformer 4 individus qui n'avaient jusqu'alors aucun lien ensemble en grands-parents rassemblés autour du berceau qui ont maintenant des droits et des devoirs à l'égard de ce nouvel enfant. Et autre caractéristique, ça a déjà été souligné, consécutive au progrès de la médecine, l'enfant produit de l'amour, nous souhaitons qu'il soit à nous et de nous. Et notre conception occidentale qu'on a mis en avance est en fait très spécifique. Elle est biologique. Nous valorisons les enfants nés de notre sang. Nous voulons des enfants de nos gènes, comme disent les anglo-saxons, et donc dans une société qui est, comme on le sait, très bébéphile. Effectivement, ça a déjà été dit, et il suffit d'aller chez le coiffeur pour feuilleter des journaux où il y a des tas de vedettes dont je connais pas le nom, mais on les voit enceintes, et ça semble être véritablement une mode d'avoir des enfants et une espèce d'imposition sociale. Et pour chaque couple, l'enfant est porteur de ses espoirs. Il doit être mis en œuvre pour qu'il réussisse aussi selon sa personnalité. Chaque enfant apparaît unique et il faut l'élever, même quand on a, et bien sûr quand on a plusieurs enfants, de façon unique. L'enfant donc a une place centrale dans notre société et une sociologue américaine qui s'appelle Viviane Zelizer dit que c'est le priceless child, l'enfant sans prix, tellement aimé, tellement désiré. Et donc c'est une conception moderne, occidentale, qui est très originale si on la compare avec des sociétés non européennes ou historiques.
car il en va effectivement très différemment dans les sociétés que les ethnologues ont étudiées, et sociétés au sein desquelles les enfants circulent entre leurs géniteurs, c'est-à-dire ceux qui les mettent au monde, ceux qui les élèvent, ceux à qui ils rendent service, auprès desquels ils travaillent. Il en allait de même d'ailleurs dans les sociétés paysannes d'autrefois, où quand des couples avaient trop d'enfants, ils pouvaient se donner des enfants à un autre couple qui n'en avait pas. On l'a dit d'ailleurs, la stérilité, surtout dans les sociétés rurales, était toujours une malédiction. Et dans ces sociétés d'autrefois, ou ces sociétés que j'appelle non européennes pour aller vite, l'enfant est un bien précieux par la force de travail qu'il représente, et évidemment comme garantie de soutien aux personnes âgées en l'absence de tout État-providence. Et c'est pourquoi un nombre élevé d'enfants est signe de richesse, et que l'enfant se retrouve comme un bien négociable à l'intérieur de la parentèle. On le confie à celui qui en a le plus besoin. Mais cette circulation d'enfants s'inscrit dans un système de parenté bien différent du nôtre, puisqu'il appartient non à un couple individuel, mais à un groupe familial. L'enfant circule à l'intérieur du groupe de parenté. Il est, comme l'ont dit des anthropologues comme Jacqueline Rabin ou Suzanne Lallemand, l'enfant du lignage. La question des droits sur l'enfant se pose donc beaucoup plus souplement que dans nos sociétés européennes. Les fonctions génitrices et éducatives sont dissociées, parfois d'ailleurs dans des formes comme le foster age, qui est quelque chose entre l'adoption et la circulation d'enfants. Et d'ailleurs, circulation d'enfants qu'on trouve à l'heure actuelle entretenue dans le cadre des migrations, puisqu'on rencontre beaucoup de familles africaines, par exemple, auprès desquelles des enfants sont envoyés, placés par des parents éloignés, afin qu'ils soient mieux éduqués en France. Mais enfin, on voit bien que cette circulation d'enfants, puisqu'on a employé le terme à propos de la GPA à plusieurs reprises, cette circulation d'enfants n'a rien à voir avec la GPA, effectivement, car il n'est jamais ni donné ni abandonné, reste toujours en lien avec ses parents d'origine, et sa filiation surtout est clairement établie à l'égard de ses géniteurs. Donc, notre conception d'une appropriation des enfants par un couple est donc une construction sociale neuve et une des conséquences de la déliaison entre sexualité et procréation. Maintenant, plaçons-nous dans le champ de la filiation, qui a aussi déjà été abordé notamment par Marianne tout à l'heure. Les anthropologues nous rappellent, à partir de l'exemple des sociétés non européennes, que la clé de la filiation est celle du lien entre les vivants et les morts, et que chaque société a tenu à réglementer ce lien qui dit tout simplement de qui on est fils ou fille et quels sont les droits et les devoirs qui sont attachés à cette position généalogique. Alors, prohibition de l'inceste, transmission du nom et des biens, et dans ces sociétés non européennes, ce lien s'articule à des principes résidentiels et matrimoniaux. Parce qu'on est fils ou fille de, on aura résidence et soins, et pendant longtemps, parce qu'on était fils ou fille de, on devait épouser tel ou tel. Alors, c'est pourquoi, sur le fondement de ces observations, on voit bien que les arguments utilisés pour appuyer la GPA en la posant en continuité avec la circulation des enfants dans les autres sociétés, dans les sociétés autres qu'européennes, sont des arguments fallacieux. Rien à voir, en effet, d'un côté, avec cet enfant qui circule en tant que bien issu d'un marché suscité par le très fort désir d'enfant, et puis qui circule, on l'a dit déjà, d'une femme pauvre à un couple riche, d'une culture à une autre, dans le flou de la filiation. Au contraire, je le répète, dans les sociétés non européennes, les règles de la circulation des enfants sont instituées et clairement établies. On sait de qui et à qui est l'enfant, même s'il n'est plus élevé par ses géniteurs. En revanche, ce qui est très complexe maintenant, c'est que dans les mondes d'aujourd'hui, la thématique de la filiation s'est déplacée vers une autre question, celle du lien biologique versus le lien social, et c'est ce dont je vais parler maintenant.
Depuis l'emprise de la chrétienté sur le système de parenté occidental, le paradigme biologique du sang est dominant dans la définition de la filiation. Nos représentations de la parenté valorisent cette dimension naturelle des liens entre parents et enfants à travers l'idée que le sang est le vecteur de transmission de l'identité, le support des relations affectives, la raison des puissants liens de solidarité qui unissent les générations et dont les relations sont marquées par l'irréversibilité et l'évidence. Il y a un anthropologue célèbre américain qui a longtemps, David Schneider, a utilisé un aphorisme qui avait beaucoup de succès, qui était « Blood is thicker than water » pour montrer l'importance du lien de sang. Évidemment, les anthropologues sont les spécialistes de la parenté, un thème qui, depuis Lévi-Strauss et même bien avant, on le sait, est un des champs de recherche de prédilection de cette discipline. Et ils et elles, se sont beaucoup investis depuis une vingtaine d'années dans les recherches portant sur ces nouvelles formes familiales, sur les conséquences des nouvelles techniques procréatives, et c'est au titre de leur expertise, finalement, qu'ils militent pour la PMA et la GPA, appuyant bien entendu leur argumentaire sur la connaissance qu'ils ont de l'univers des sociétés. Cependant, dans aucun des cas qui existent dans l'univers des sociétés, aucune de ces sociétés ne fonctionne sur une parenté unisexuée, par exemple. L'argumentaire des anthropologues et aussi des sociologues repose souvent sur la construction d'une continuité dans les changements familiaux, et les mots pour le dire ont leur importance, et je vais réfléchir avec vous quelques minutes sur un thème qu'on a évoqué tout à l'heure, dont on disait qu'on n'avait pas parlé, qui est le terme de parentalité, qui signifie d'un côté la qualité être de bons parents, mais de l'autre, dans le discours général et médiatique, qui sert à habiller les nouvelles structures familiales. Et il me semble qu'une sorte de dérive sémantique s'est créée au fil des années pour faire une chaîne à partir de ce nouveau terme de parentalité qui connaît un grand succès dans les médias, comme si, sous couvert de cette formule polysémique, tout se valait et allait et que tout était identique. Alors les sociologues ont commencé par forger le terme de monoparentalité à une époque où il s'agissait où on ne parlait que de filles-mères, et très justement la monoparentalité était une façon de reconnaître la dignité des femmes qui élevaient seules leurs enfants et de les faire rentrer d'ailleurs dans les statistiques, etc. Alors, il y a eu la monoparentalité. Ensuite est apparu le terme de beau-parentalité quand on a vu que les femmes se remettaient en couple, enfin les hommes aussi d'ailleurs, et qu'il y avait des recompositions familiales. Puis ensuite, on a eu l'idée qu'il y a des familles à pluriparentalité parce qu'il y a le beau-père ou la belle-mère, ou qui désigne aussi plus largement, on le lit dans tous les ouvrages, les parentés électives comme l'adoption ou les parentés justement issues de manipulation de l'ingénierie génétique. On a parlé à un moment aussi de grand-parentalité, quand sont arrivés dans le paysage sociologique ces jeunes vieux grands-parents qui font tant pour leurs jeunes petits-enfants. Et on voit bien que cette chaîne, qui couvre diverses étapes des cursus conjugaux et générationnels, on voit bien qu'à cette chaîne est venu s'adjoindre, comme si c'était en quelque sorte un continuum, le terme d'homoparentalité et de coparentalité. Et il me semble que là, il y a un abus de langage ou une rupture, sauf dans le cas de coparentalité, maintenant qu'on n'applique pas seulement dans les cas du futur dramatique que vous nous décrivez, mais pour désigner le statut de parents séparés qui s'entendent pour élever, pour partager la responsabilité d'un enfant. Mais il me semble que cette dérive linguistique, à travers tous ces termes, tend à les placer tous sur le même plan, comme dans un continuum ascendant d'ailleurs, alors qu'ils abritent des situations très différentes dans le rapport entre les géniteurs de l'enfant et ceux qui l'élèvent. Et j'ai même lu sous la plume de certaines de mes collègues que, réfléchissant par exemple sur le partage de l'autorité sur l'enfant, qu'il n'y avait aucune spécificité de la GPA. Il faut tout de même reconnaître qu'à l'égard du droit à l'enfant, hétérosexualité et homosexualité font qu'il y a un saut logique et éthique pour la bonne raison que la sexualité des premiers permet l'engendrement et pas celle des seconds.
Je rappelle que le terme d'homoparentalité est un néologisme inventé par l'Association des parents gays et lesbiens en 1996 et qui désigne la conjugaison nouvelle entre homosexualité et désir d'enfant, et que ce terme a connu c'est véritablement rentré dans le langage commun pratiquement, à la suite de 3 facteurs: l'évolution du regard social porté sur l'homosexualité, l'émergence de ces nouvelles formes de vie familiale avec des couples de même sexe élevant un enfant, et aussi, il faut le reconnaître, sous la pression d'un très fort militantisme parfaitement bien organisé. Alors, lorsqu'on observe les formes de l'homoparentalité qui sont diverses par ailleurs, puisque certains enfants sont élevés par des couples homosexuels qui peuvent avoir été conçus dans le cadre d'un mariage hétérosexuel, quoi qu'il en soit, aucune, et là je le répète aussi parce qu'on dit que la diversité des systèmes de parenté observés dans le monde fait que on trouve des formes semblables, il n'y a aucune société qui ne reconnaissent pas principe masculin, féminin, principe paternel et maternel, quel que soit le mode de filiation. Je ne vais pas rentrer dans des débats techniques sur la parenté patrilinéaire ou matrilinéaire. Il y a un cas fameux dans la littérature qui sont les Na de Chine, une ethnie chinoise, et le titre du livre c'est « Une société sans père ni mari ». Mais néanmoins, c'est pas une société sans amants, puisque les femmes ont des amants qui viennent se glisser dans leur lit. Les enfants savent qu'ils sont nés d'un homme et sont élevés dans le foyer de leur mère et des frères de leur mère. Alors, au lieu de parentalité, il me semble qu'il vaut mieux parler, mais on en a aussi déjà parlé, je répète ou je dis autrement des choses qui ont déjà été dites. À mon avis, il vaut mieux parler de parenté. Et on sait qu'elle a une triple nature: biologique, les gamètes dont nous sommes issus; symbolique, l'inscription de l'individu dans la lignée de ses pères et mères qui fait de lui un fils ou une fille et également un citoyen d'un État; et parenté sociale, ceux qui élèvent l'enfant. Dans l'immense majorité des cas, ces 3 formes de parenté se recouvrent. Mais il faut aussi savoir que pour que le lien biologique prenne sens, il doit s'articuler à un lien social et il ne s'actualise que dans des pratiques sociales. Ces 3 composantes étaient nouées par le mariage, mais le divorce et les recompositions familiales les dissocient, fragilisent certaines au détriment d'autres. Il n'est évidemment pas question de nier les transformations considérables qui sont intervenues dans le champ de la filiation depuis une trentaine d'années, mais le droit a aussi continué à instaurer, me semble-t-il, ce qu'on pourrait appeler un désordre dans la filiation, qui est un des sujets de notre débat. En reconnaissant, par exemple, à partir de 1972, une valeur égale à la filiation naturelle et à la filiation légitime, en permettant des recherches en paternité désormais fondées sur l'expertise juridique, l'évolution juridique elle-même récente de la filiation tend, semble-t-il, vers une naturalisation croissante des liens parents-enfants. Et l'histoire et l'anthropologie, je l'ai dit tout à l'heure, nous rappellent que la valorisation du sang est une métaphore de la parenté très ancienne dans nos sociétés, mais la nouveauté maintenant se trouve dans la visibilité des parentés dites sociales, et c'est pourquoi nous avons toutes ces interrogations par rapport aux conséquences des nouvelles techniques de bio-ingénierie. L'éclosion des manières inédites de concevoir et d'élever des enfants conduit donc en effet à promouvoir des formes de parentalité, ça je le dis, sociale, de parenté sociale. Et dans nombre de configurations familiales, aujourd'hui, les éléments de la filiation, le sang, les faits de l'éducation, l'inscription dans la lignée sont dissociés et renvoient à plus de 2 individus de sexes différents. Alors, les questions, elles viennent d'être posées déjà par par le docteur Pierre Courbin. À qui appartiennent les enfants lorsque les techniques de procréation assistée, du plus simple au plus complexe, soulèvent la même question: qui est ma mère? Ou pour l'enfant, de qui suis-je fils ou fille? Et on sait que, et ça a été dit tout à l'heure par Marie-Jo Bonnet, que effectivement il y a la paternité par le sperme
qui fait que le père peut toujours être là, tandis que la mère, au contraire, la question maternelle de la propriété est divise s'il y a un nombre d'éléments qui interviennent dans la fabrication d'enfants, entre dons d'ovules, dons d'embryons, près d'utérus, etc. Et d'ailleurs, j'ai entendu parler de greffe d'utérus maintenant, mais ça veut dire que des femmes doivent prêter leurs utérus, alors pour se faire greffer. Je voulais poser la question, docteur Chiche. Bon, enfin, toujours est-il, et j'en viens à ma conclusion, j'aurais été très rapide. La mère est-elle celle qui a donné ses gamètes, qui a nourri l'enfant de son sang et de son imaginaire pendant 9 mois, contrairement à la paternité qui est acquise dans ces cas-là, la maternité se multiplie. Alors, partant de toutes ces des exemples que nous avons dans les sociétés non européennes étudiées par les anthropologues, on voit bien l'ampleur des questions qui nous sont posées maintenant par la dissociation de ces parentés, et il n'est pas de ma compétence d'évoquer, on vient de le faire d'ailleurs, les problèmes psychiques qui seraient la conséquence qu'un enfant ait pu être élevé sur l'idée qu'il a 2 pères ou 2 mères, ou qu'une mère l'a abandonné quelque part. Alors donc, pour conclure, en rapprochant sociétés européennes et non européennes, ceux et celles qui soutiennent le recours à la PMA ou à la GPA, à mon sens, veulent aussi peut-être apaiser les craintes et les débats, les discussions, les craintes qui se sont manifestées, et comment, et peut-être et rendre les situations normales, les normaliser. Mais ils n'arrivent pas à le faire parce que souvent ils mettent en avant une situation qu'ils vont considérer comme un plus, la marque d'un progrès. Et ça, j'en suis pas persuadée. Cependant, avant que les droits qu'ils réclament puissent être inscrits dans la loi, ce qu'on peut ne pas espérer, il conviendrait, comme le dit Françoise Héritier, que ces demandes puissent être pensables, émotionnellement recevables. C'est ce que vous appeliez que la société civile les prenne en charge collectivement. Il me semble que ce n'est pas le cas en ce moment. Et aujourd'hui, notre monde repose encore sur la division entre 2 sexes qui fondent le symbolique, qui fondent notre symbolique. Ça aussi, c'est Françoise Héritier qui l'a dit depuis longtemps. Alors, il me semble qu'en tentant de délégitimer toute opposition à leurs propositions, au titre que les opposants seraient des nostalgiques d'un ordre matrimonial traditionnel qui ignorerait les changements dans les rapports de sexe et les générations, ces promoteurs de ces idées rejouent le combat classique des modernes contre les anciens, contre les tenants du progrès et les ringards que nous serions accrochés au passé. Il faut quand même reconnaître, et je pense qu'ils le reconnaîtront, que la production d'enfants qui circulent dans un marché n'a rien à voir avec les circulations d'enfants au sein des lignages, et que la multifiliation ou la filiation unisexuée constitue une véritable rupture anthropologique. Voilà.